Alors, honorable présence, c'est avec un immense plaisir que je me joins aujourd'hui à l'ensemble des intervenants pour vous parler du cancer du sein, depuis son annonce diagnostique jusqu'aux répercussions psychologiques, voire même psychiatriques. Alors, le cancer du sein est aujourd'hui une maladie avec laquelle on peut vivre longtemps, mais elle reste cependant une maladie qui fait peur, car elle entraîne une remise en cause de toute une vie. C'est la confrontation à ce bouleversement de tous les domaines de vie qui va convoquer chez la patiente un travail d'adaptation psychique qui peut être à l'origine d'une souffrance majeure. Alors bien évidemment, cette souffrance découle d'une symbolique que représente le sein pour la femme. Alors comme vous le savez très bien, le sein, il confirme la féminité et l'appartenance au sexe féminin. Le sein permet l'allaitement et représente également la protection, la tendresse et la douceur dans le cadre de la maternité. Et on ne peut pas non plus dissocier le sein de la sexualité. Alors, comme en témoignent les paroles sincères et touchantes de nos patientes. Alors là, vous avez une patiente qui nous dit « Je ne suis plus une femme après une mastectomie ». Une autre qui nous dit « Je voulais juste allaiter au moment du diagnostic de son cancer ». Ou une autre qui nous dit « Mon mari ne voudra plus de moi après l'annonce de la nécessité d'une mastectomie ». Alors, le cancer du sein peut provoquer une série de réactions émotionnelles intenses, pouvant persister même après la fin du traitement du cancer et comporte une dégradation marquée de la qualité de vie. C'est pour répondre à ces difficultés qu'est née la psycho-oncologie, qui a pour rôle de comprendre ce que vivent les patientes sur le plan émotionnel et de les accompagner et les aider à trouver des stratégies pour mieux faire face à la maladie et à ses conséquences. Ces répercussions sont également liées au fait que ce cancer oblige les patientes à plusieurs tâches d'adaptation. Donc les femmes atteintes de cancer doivent gérer à la fois les changements, les pertes, le nouveau style de vie. Elles doivent adhérer au traitement tout en maintenant l'espoir et en envisageant un futur meilleur. Il existe bien évidemment 6 moments clés où s'exprime cette souffrance liée au cancer. Vous avez la période de l'attente du diagnostic, vous avez l'annonce diagnostique, l'entrée dans les traitements, l'après-traitement, la récidive et enfin le passage aux soins palliatifs. Mais ce n'est pas limité à ces 6 phases. On a aussi l'annonce d'un risque génétique, l'annonce d'un changement de traitement ou d'un traitement mutilant. Si on a des traitements qui vont provoquer des effets indésirables tels que des douleurs ou des séquelles, le retour à domicile et parfois même la reprise du travail. Alors, plusieurs études soulignent certains facteurs de vulnérabilité à cette détresse psychique, comme par exemple l'âge jeune, les antécédents psychiatriques personnels ou familiaux, la présence d'une maladie chronique, d'un handicap ou encore l'absence de soutien social. Alors, durant notre démarche diagnostique, nos patientes sont submergées par le stress et par l'angoisse d'avoir un diagnostic de cancer et de subir les conséquences du traitement, de mourir surtout par cancer. Certaines se mettent en colère, tandis que d'autres ont l'impression que leur corps les ont trahis. Alors, les inquiétudes concernent également la famille, l'avenir et le sentiment d'impuissance dominent. Alors, lors de l'annonce d'un cancer, chaque patiente réagit à sa manière. Rien n'est prévisible car chacun mobilise ses propres mécanismes de défense pour faire face à ce moment bouleversant. Ce qui est constant, c'est que toutes les patientes ont ce besoin d'être entendues, d'être comprises et d'être accompagnées à leur propre rythme. Alors, on peut d'abord observer un choc, comme si l'information n'arrivait pas à être intégrée, puis parfois, via le déni, c'est une sorte de protection temporaire pour ne pas être submergée. La révolte peut ensuite surgir avec de la colère, de l'injustice ou la question du « pourquoi moi ». Alors le marchandage, lui, il correspond à la tentative de reprendre un certain contrôle, de négocier mentalement avec la situation et parfois une forme de résignation apparaît quand l'énergie psychique s'épuise et progressivement certaines patientes arrivent à une acceptation, non pas dans le sens d'une approbation mais plutôt comme une adaptation intérieure qui permet d'avancer. Alors ces étapes ne sont pas obligatoires ni linéaires, elles reflètent simplement la complexité du vécu émotionnel face à la maladie. Alors, une fois le choc du diagnostic dépassé, les patientes plongent à nouveau dans une immense angoisse liée au traitement, à l'efficacité du traitement, mais également aux effets indésirables du traitement.
Elles se culpabilisent, elles désespèrent, elles s'isolent de leur entourage familial et de leurs proches, et parfois elles peuvent même s'opposer au traitement. Alors, à la fin du traitement, les patientes se sentent perdues entre un sentiment de soulagement et un sentiment d'être abandonnées par les soignants, par les proches, ce qui nourrit leur culpabilité. Elles apprennent à découvrir différemment leur corps qui leur semble étranger. Ils tissent de nouveaux liens, que ce soit avec les autres, avec le temps, mais également avec la mort. La récidive arrive soudainement pour leur voler l'espoir du lendemain meilleur et réactive toute la souffrance qu'elles ont cru dépasser. Alors le passage aux soins palliatifs est un passage vers une nouvelle vie où tous les repères sont bouleversés. Et cette crise peut être l'occasion d'une maturation, mais ne peut se faire que dans un difficile travail de deuil où se côtoient peine et joie, révolte et espérance, lucidité et déni, et parfois angoisse et sérénité. Alors cette traversée est menée par deux nécessités fondamentales. D'abord, arriver à maîtriser l'angoisse pour qu'elle ne soit pas tellement envahissante, et puis arriver à investir l'espoir, si minime soit-il, pour rester vivant malgré la mort qui se profile. Alors, le cancer du sein mène parfois à de véritables troubles psychiatriques. Alors, est-ce que c'est important de les connaître? Alors, la réponse est bien évidemment oui, puisque les troubles psychiatriques comorbides au cancer du sein peuvent entraîner une aggravation de l'état physique de la patiente, peuvent interférer avec le traitement anticancéreux, peuvent être à l'origine d'une mauvaise observance thérapeutique ou carrément à des refus de soins. Ils peuvent diminuer la réponse thérapeutique des traitements anticancéreux et favoriser la récidive. Ils peuvent diminuer la qualité de vie et accentuer l'isolement social. Et bien évidemment, reconnaître ces troubles et bien les prendre en charge aide les patientes à apaiser l'angoisse, à mieux s'adapter à la maladie, à mieux adhérer au traitement et à réduire le risque suicidaire. Alors, il existe plusieurs troubles psychiatriques liés au cancer du sein, les plus étudiés étant les troubles dépressifs, les troubles anxieux, et où nous avons également le trouble de l'adaptation. Alors, cette étude montre l'impact négatif de la dépression et de l'anxiété sur les patientes atteintes de cancer du sein. Alors, ces deux troubles altèrent la qualité de vie et le fonctionnement, ils augmentent la douleur et la mortalité, diminuent l'observance thérapeutique et accentuent les idées suicidaires. Alors, leur prévalence, selon cette étude, est de 38,2% pour la dépression et 32,2% pour l'anxiété, et les deux troubles partagent plusieurs facteurs de risque communs. Alors, selon cette méta-analyse qui a analysé 71 articles, la prévalence de la dépression est de 30% avec quelques différences selon les pays, mais elle demeure, selon plusieurs études, sous-diagnostiquée et sous-traitée chez les patientes atteintes de cancer du sein. Alors, l'anxiété, quant à elle, elle varie entre 10 à 30% et domine souvent le tableau clinique, bien plus que la dépression. Alors, une étude incluant 6771 patientes a montré certains facteurs associés à la dépression chez les femmes atteintes de cancer du sein. Notamment, vous avez le travail manuel, le tabagisme, l'IMC élevé, le célibat, la fatigue et l'insomnie. La dépression peut être présente à différents stades de la maladie. Elle prête confusion parfois avec les symptômes physiques de la maladie cancéreuse et puis les chirurgies mutilantes ainsi que les effets secondaires des traitements comme par exemple l'alopécie, ils y participent. L'anxiété peut prendre différentes formes dans un contexte de cancer du sein. Souvent, dans notre pratique de psychiatre, on assiste parfois à de véritables états de stress post-traumatique liés au traumatisme du cancer ou liés également aux effets des différentes thérapeutiques. Alors, le trouble de l'adaptation, c'est la complication psychiatrique la plus fréquente à différentes étapes thérapeutiques du cancer du sein. Ce trouble de l'adaptation constitue un enjeu majeur de la psycho-oncologie et nécessite une approche intégrée afin de soutenir les capacités d'adaptation et d'ajustement et accompagner les patientes dans les différentes étapes de leur traitement. Alors, le risque suicidaire chez les femmes atteintes de cancer du sein est non négligeable également. Il varie entre 7 à 10% selon cette étude et il peut atteindre les 12% après une mastectomie radicale et plusieurs facteurs y sont associés.
Alors les soignants doivent être vigilants afin de détecter cette souffrance psychologique, particulièrement lors des phases à risque. Ils doivent également connaître les facteurs de risque de cette détresse psychologique. Alors, ils doivent évaluer la sévérité de la détresse psychologique et prêter attention à chaque détail concernant leur patiente. Il faut ensuite déculpabiliser, légitimer la souffrance psychique des patientes, proposer un accompagnement psychologique et surtout bien communiquer avec nos patientes. Alors, face au diagnostic du cancer, comme vous le savez, le médecin entre immédiatement dans une réflexion qui est très technique, très médicale. Il doit classer la tumeur, il doit identifier son extension, il doit évaluer également son agressivité, réfléchir à toutes les options thérapeutiques possibles. Et son attention se focalise surtout sur la stratégie thérapeutique la plus adaptée, guidée par la volonté d'agir vite et de proposer le meilleur traitement à nos patientes. Pendant ce temps, la patiente ne vit pas du tout la même réalité. Pour elle, le mot cancer fait surgir des images de mort, de souffrance, de ruine, de perte de contrôle. Donc son univers émotionnel s'effondre et la priorité pour la patiente n'est pas technique ni médicale, c'est une priorité qui est existentielle. Elle doit faire face à la peur, à l'incertitude, à tout ce que cette nouvelle vient bousculer dans sa vie. Donc c'est justement là que la communication prend toute son importance. Une bonne communication permet de réduire la distance entre ces deux mondes, le monde médical du médecin et le monde émotionnel du patient. Elle crée un espace mutuel de compréhension et où le médecin se sent entendu et il arrive à transmettre ses informations médicales de manière claire et avec beaucoup d'empathie, et la patiente également se sent écoutée, épaulée et apaisée. Alors, annoncer un diagnostic, ce n'est pas simplement donner une information médicale, c'est un acte thérapeutique à part entière. Alors, où l'on fait savoir à la patiente qu'un événement majeur existe et il va transformer sa réalité. L'annonce consiste à transmettre quelque chose de profond et de complexe, et c'est un processus qui se construit à deux, entre le médecin et la patiente. Le médecin accompagne cette patiente pas à pas pour qu'elle puisse accéder à la connaissance de son cancer du sein, à son rythme, avec le soutien nécessaire pour accueillir cette réalité difficile. Il n'existe pas du tout de bonne façon pour annoncer une mauvaise nouvelle. L'annonce d'un cancer du sein est souvent un traumatisme pour nos patientes. Alors, avant, il y a le doute, il y a un peu l'inquiétude, puis les mots tombent et le mot cancer est prononcé. Et à ce moment-là, le temps s'arrête pour la patiente. Elle devient sidérée. D'un côté, l'annonce lève le doute et de l'autre côté, elle marque de manière irréversible son avenir et le futur devient soudainement pour nos patientes complètement inimaginable. Alors, selon le stade de la maladie, l'annonce n'a pas le même sens et doit être formulée différemment. Alors, au stade curatif, l'objectif est la guérison. Donc, dans ce cas-là, on transmet un message porteur d'espoir et de perspectives thérapeutiques. Au stade palliatif, on cherche avant tout à préserver une bonne qualité de vie. Et dans ce cas-là, l'annonce doit être honnête, mais très accompagnante. Alors, au stade terminal, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de fin de vie, ce qui demande de la part du médecin une parole particulièrement respectueuse et sensible. Donc, dans chaque cas, il faut adapter l'annonce pour répondre au vécu et aux besoins émotionnels de nos patients. Alors, quand peut-on annoncer un cancer du sein? Alors, tout simplement, lorsque le diagnostic, le médecin et la patiente sont prêts. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic prêt? C'est un diagnostic avec certitude, posé après obtention d'une preuve histologique et discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire qui a pu conclure à un véritable projet thérapeutique. Ainsi, aucune annonce ne doit être faite au stade de la suspicion. Aucune annonce ne doit être faite sans preuve histologique ni projet thérapeutique. Et bien sûr, aucune annonce ne doit être inadaptée. Et là, je cite l'exemple, parfois, nous voyons des médecins qui répondent par commentaire à des publications sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas une manière digne d'un médecin pour annoncer un cancer. Alors, qu'est-ce qu'un médecin prêt?
Alors, un médecin prêt, c'est un médecin qui est en forme, qui est disponible, qui est en bonne disposition, mais surtout, c'est un médecin qui est formé à annoncer de telles nouvelles. Et la consultation d'annonce se prépare. Il s'agit de vérifier déjà la cohérence des résultats, d'anticiper les questions que la patiente peut poser, de choisir un lieu propice, de bloquer un créneau suffisant et de préparer les supports d'information adaptés. Ceci dit que le médecin ne peut pas annoncer sans conditions favorables et sans compétences préalables. Alors, annoncer un cancer demande aussi du médecin annonceur d'avoir, en plus des connaissances médicales, il faut d'abord un savoir, c'est-à-dire il doit maîtriser les aspects techniques et scientifiques de la maladie. Il doit avoir un savoir-faire grâce à son expérience pratique sur le terrain. Il faut aussi un savoir-être, c'est-à-dire c'est des compétences relationnelles, une vraie qualité d'écoute, et un savoir-dire qui est aussi très essentiel, c'est-à-dire il doit être capable de trouver les mots justes et pour en dire assez sans brusquer la patiente. Ensuite vient le savoir choisir, c'est-à-dire adapter ce qu'on dit à l'état physique, à l'état psychologique et au contexte de la patiente. Et un savoir devenir, c'est prendre le temps de comprendre la personne et de la prendre en charge dans sa globalité, mais aussi dans sa singularité de manière très personnalisée. Alors, ces compétences permettent une annonce plus humaine, plus juste et mieux adaptée. Et enfin, qu'est-ce qu'une patiente prête ? Une patiente prête, c'est une patiente qui est présente, qui est disponible, qui est consciente, qui est demandeuse de l'information et prête à l'accueillir. Il est recommandé que la patiente soit accompagnée par une personne de confiance ou un proche de son choix au moment de l'annonce diagnostique. Et tout médecin doit éviter les annonces forcées, rapides ou inadaptées. Alors la patiente, elle a le droit de ne rien savoir si elle le souhaite et on peut annoncer le cancer uniquement à ses proches si elle est consentante également. Alors, où doit se dérouler cette consultation d'annonce ? Alors, une annonce réussie se joue aussi dans les conditions matérielles qu'on lui dédie. Il faut un lieu calme, garant de confidentialité, avec une assise face à face, pas d'interruption et dans la durée qu'on lui consacre. L'annonce n'a pas de place en fin de consultation, entre deux patients, entre deux coups de téléphone, ni encore rapidement vers la fin de la journée pour passer à autre chose. Et bien sûr, pas d'annonce dans les couloirs, au parking, dans les salles d'attente ou dans les laboratoires d'analyse ou tout autre endroit inadapté. Alors, qui doit annoncer un cancer du sein ? Bien sûr, ça peut être l'oncologue, ça peut être le chirurgien oncologue, ça peut être le radiothérapeute, en tout cas un médecin qui va prendre en charge le cancer de la patiente. L'annonce ne repose pas forcément sur une seule personne. Parfois, l'ensemble de l'équipe soignante peut participer à l'annonce et au soutien de la patiente, chacun dans son rôle. Remarquez bien que ce n'est ni le psychiatre ni le psychologue qui annonce le cancer du sein, même si on est souvent sollicité parfois pour annoncer des diagnostics de cancer, alors que ce n'est pas du rôle du médecin. Le médecin psychiatre et les psychologues peuvent intervenir après l'annonce pour apporter du soutien aux patientes. Alors, comment doit se faire cette annonce diagnostique ? Alors, il faut savoir que l'important durant l'annonce d'un cancer du sein, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais surtout ce qui est compris. Alors, aucune recette miracle n'existe pour annoncer cette mauvaise nouvelle. Néanmoins, les recommandations de bonne pratique mettent en avant 3 facteurs que la patiente est en droit d'attendre de cette annonce pour qu'elle se déroule le mieux possible pour elle. Alors, tout d'abord, vous avez le critère temps. Alors, la consultation n'est pas chronométrée. Elle demande une grande disponibilité de la part du médecin et de l'équipe soignante. Il convient de respecter la liberté de la patiente, son rythme, sa personnalité et la durée de consultation sera plus ou moins longue si la patiente est sous le choc ou si la patiente pose également beaucoup de questions. Vous avez le deuxième élément, c'est l'écoute active. Alors, il est nécessaire d'écouter activement et au maximum la patiente et l'aider à exprimer, à externaliser ses émotions et à poser toute question qui lui semble nécessaire. Ensuite, vous avez le volet des mots choisis. Alors, chaque mot compte lors d'une annonce diagnostique et l'information doit être simple, doit être respectueuse et elle doit s'adapter aux mécanismes de chacun. Il est important que l'information soit répétée à des temps différents et qu'elle soit également cohérente.
Alors pratiquement, il faut se mettre d'abord dans les conditions matérielles et temporelles appropriées. Il faut rappeler l'histoire de la maladie avec la patiente et vérifier le niveau d'information. Ensuite, il faut vérifier si la patiente est demandeuse de l'information et qu'elle est prête à la recevoir. Puis annoncer graduellement avec des mots simples à plusieurs reprises. C'est important d'associer à chaque information négative des propositions précises pour répondre aux problèmes. Il faut ensuite encourager l'expression émotionnelle de la patiente et être attentif également à ses propres émotions. Et les médecins peuvent s'accorder un petit temps de récupération au cours de l'entretien d'annonce, si cela leur semble très difficile. Il faut proposer également à la fin de la consultation une synthèse et une explication du projet thérapeutique. Il faut vérifier la compréhension de la patiente et un élément encore plus important, il faut bien remplir le dossier médical pour assurer une continuité des soins entre les différents intervenants, car comme vous le savez très bien, un cancer, ça se traite par équipe. Donc, en résumé, l'annonce diagnostique comporte 4 temps pour le médecin. Un premier temps pour cerner l'état d'esprit et la disposition de la patiente. Un deuxième temps pour annoncer le diagnostic. Un troisième temps d'empathie et de compréhension. Et puis un quatrième temps pour les propositions thérapeutiques. En contrepartie, la patiente aussi passe par 3 temps. Un premier temps de sidération, un deuxième temps d'assimilation et d'intégration, puis vient le temps d'adaptation et le temps du deuil par rapport à son état antérieur. Alors, lors de l'annonce d'un cancer du sein, il est essentiel d'éviter certaines réactions qui pourraient nuire à la compréhension et à l'acceptation de la situation. Alors, vous avez tout d'abord le mensonge, la banalisation ou la fausse réassurance qui peuvent donner de faux espoirs à la patiente et l'empêcher de se préparer réellement à la maladie. Vous avez la rationalisation, l'identification projective ou l'évitement qui peuvent masquer la réalité et retarder l'accompagnement émotionnel nécessaire. Dans certains cas extrêmes, ces réactions peuvent même conduire à un passage à l'acte. L'objectif est donc de rester honnête, de rester clair, de rester empathique et tout en accompagnant la patiente pour qu'elle puisse accueillir progressivement l'information et mobiliser ses propres ressources pour y faire face. Les proches vivent eux aussi cette annonce comme un tremblement de terre entre angoisse et culpabilité et surtout la peur de perdre l'être cher. Alors certains cherchent à tout contrôler, d'autres vont s'effondrer. Et quand elle est réclamée, leur présence est précieuse. Vous devez aussi composer avec ces émotions tout en recentrant le dialogue sur la patiente. Et voilà un témoignage qui montre l'impact d'une annonce diagnostique faite avec empathie et présence. Le médecin ne se contente pas d'informer, il soutient, il écoute, il apaise, il accompagne. Et sa douceur et son attention ont permis à la patiente et à sa famille de traverser ce moment difficile avec un peu de lumière. En contrepartie, ce témoignage illustre combien une annonce diagnostique mal faite peut marquer profondément. Ici, le manque de compassion et de soutien a rendu l'annonce plus traumatisante que la maladie elle-même. Elle rappelle que le médecin doit être attentif, humain et présent. Et la façon dont on dit les choses peut blesser autant, voire plus que la réalité médicale. Donc chaque patient arrive avec son histoire, avec sa douleur, avec sa peur. Soigner, ce n'est pas simplement traiter la maladie, c'est écouter, accompagner, reconnaître l'humain derrière ce diagnostic de cancer. Et la vraie médecine, c'est celle qui marche aux côtés de chacun, avec attention et cœur. Et merci pour votre attention.